CFC Fédération du réseau. S'adresseront à vous aujourd'hui M. Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, Frédéric Jade Belzile, qui représente le soutien de l'enseignement supérieur. On a également Yuri Blanchette, président de la FEC-CSQ des enseignants, et M. Éric C. du côté des professionnels des collèges. Bonjour. Dès maintenant, je vous passe la parole à M. Éric Gingras. Merci beaucoup. Merci d'être là. On ne peut pas commencer autrement que de souhaiter une bonne rentrée à nos jeunes et nos moins jeunes qui fréquenteront pendant les prochains mois nos collèges, nos cégeps. Donc, c'est toujours une période intéressante, de nouveaux, de nouvelles, mais aussi des anciens, des gens qui continuent leur parcours. Et c'est justement parce que il y a plus de 200 000 étudiantes ou près de 200 000 étudiantes et étudiants qui fréquentent les cégeps, que ce que nos fédérations, la centrale, demandent, c'est un respect d'un prochain gouvernement pour le réseau collégial. Trop peu de fois, on entend des gens parler du réseau collégial. Bien sûr, les jeunes qui y fréquentent, peut-être parce que c'est moins sexy, on en parle un peu moins parce que ce sont de jeunes adultes, parce qu'il n'y a pas de comité de parents derrière, etc. Puis il y a des jeunes qui font leur parcours en prévoyant autre chose après, soit l'université, soit le marché du travail, etc. Mais très peu de fois on en parle. Puis au cours des 8 dernières années, on a un gouvernement qui en a parlé. Pourquoi? Ou juste pour parler de faire des formations rapides pour permettre à des étudiants d'aller rapidement sur le marché du travail parce qu'on avait des besoins. Alors que le réseau collégial au Québec, sa fierté, c'est beaucoup plus que ça. Et les besoins sont très grands. Puis je pense que mes collègues auront l'occasion d'en parler. Dans un contexte où, je l'ai dit, d'un nouveau gouvernement, on souhaite du respect de la part d'une nouvelle personne qui sera ministre de l'enseignement supérieur, qui parlera aux différents partenaires parce que les enjeux sont grands. Encore cette année, une augmentation d'un peu plus de 4 d'étudiants fréquentant le réseau, 10 dans les 2 dernières années de plus. Ça, grosso modo, si on parle de 15 dans un contexte budgétaire où on a baissé les budgets, où on a procédé à des gels d'embauche, et on voit très bien qu'on en parlait beaucoup moins. Rappelez-vous, quand il y a eu la volte-face du ministre Drainville avec les budgets du scolaire, les budgets des collèges étaient encore plus affectés. Malheureusement, ça n'a pas semé l'émoi dans la population, puis on a continué. Alors ça, il faudra en parler. Donc, on souhaite un prochain gouvernement qui va le faire. Et en terminant, bien sûr, parce que je vais laisser la parole à mes collègues, dans un contexte où la santé mentale du personnel, mais aussi des jeunes, encore hier avec la sortie de Tel Jeune, démontrait que l'anxiété, le besoin de performance, le stress est de plus en plus grand. On a une belle occasion de s'occuper de près de 200 000 jeunes qui fréquentent nos cégeps en leur donnant l'encadrement nécessaire. C'est pour cette raison-là qu'à la CSQ, on souhaite une grande réflexion des États généraux de l'éducation, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, pour se dire qui fait quoi? Qui s'occupe de nos jeunes au Québec, de nos jeunes adultes? Maintenant, on parle des services sociaux, de la santé, des cégeps, des groupes communautaires. Il faut s'asseoir pour avoir un nouveau contrat social au Québec pour nos jeunes. Je vais laisser la parole à Frédéric Jade Belzile du personnel de soutien de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord d'adresser mes premiers mots au personnel de soutien ainsi qu'aux collègues de l'enseignement supérieur en leur souhaitant tous et toutes une très belle rentrée. Donc, l'effervescence de la rentrée est bien présente alors que beaucoup sont déjà à l'œuvre en ce moment même. On a hâte de retrouver les collègues de travail et d'accueillir les futures étudiantes et étudiantes dans les établissements. Cette nouvelle année sera une fois de plus l'occasion de poursuivre ensemble notre engagement afin d'offrir un milieu d'études et de travail stimulant, humain et bienveillant. Cependant, on ne se cachera pas que les années qui viennent de passer ont été éprouvantes et l'épuisement est palpable. Le sondage mené en novembre dernier a fait ressortir plusieurs témoignages de détresse de nos membres. Nombreux d'entre eux disaient ressentir un stress énorme dû à la surcharge de travail, la difficulté d'accomplir leurs tâches par manque de budget et à la possibilité de perdre leur emploi. Bien que la situation se soit améliorée dans la plupart des plans des effectifs, les compressions historiques des dernières années et le gel des embauches continuent de se faire sentir et ont encore aujourd'hui des répercussions importantes sur le personnel. En effet, malgré un assouplissement des règles d'embauche,
il est déplorable que les collèges abolissent encore des postes et que le personnel de soutien doive en faire toujours plus avec moins. Les tâches ne disparaissent pas et reposent ensuite sur les épaules des gens qui restent, lesquels se retrouvent en surcharge. Donc, on parle d'1 à 4 abolitions de postes à temps complet dans la grande majorité des collèges où la FPSES compte des syndicats. Parmi ceux-ci, seulement le cégep Garneau n'a pas aboli de poste. Et le pire des cas reste au collège Dawson, où il y a eu 12 postes réguliers à temps complet qui ont été abolis au niveau administratif, en informatique, en électricité ou en plomberie. Quand on sait, par ailleurs, qu'au dernier budget, c'était encore 65% des infrastructures du réseau collégial qui étaient vétustes, mais qui sont encore vétustes, il est inconcevable qu'on abolisse des postes, particulièrement dans les métiers ouvriers. Donc, le manque de personnel qualifié ouvre la porte à la sous-traitance, laquelle coûte ironiquement plus cher. Aussi, les annonces de nouveaux pavillons commencent à s'accumuler et on se demande comment les employés de soutien, dont le nombre réduit d'année en année, feront pour prendre soin des nouvelles infrastructures en plus des anciennes. Les attentes sont donc élevées pour le prochain gouvernement, peu importe quel parti ça va être. On sait qu'en campagne électorale, les promesses vont pleuvoir et c'est toujours plus tentant pour un politicien de couper des rubans que de s'occuper des infrastructures existantes. Quant aux employeurs qui doivent, quant à eux, s'occuper des risques psychosociaux au travail, on espère que la tendance observée à l'amélioration des plans des effectifs va se poursuivre dans les mois et années à venir. Les conséquences sur les équipes de travail se feront sentir encore longtemps, c'est inévitable, tant au niveau de la surcharge, de l'insécurité d'emploi, que du manque de reconnaissance. Donc, le message qu'on souhaite passer aujourd'hui, c'est que le personnel du réseau collégial doit, une fois pour toutes, être considéré à la hauteur de ses efforts quotidiens. Sur ce, je vais céder la parole à mon collègue Yuri Blanchet, président de la Fédération de l'enseignement collégial. Merci Frédéric Jade, j'espère qu'on m'entend bien. Alors bonjour tout le monde, content d'être ici avec vous pour lancer cette rentrée collégiale par notre conférence de presse. Tout d'abord, j'irai avec peut-être en suivi avec le mot de notre président, là, qui est en lien avec le thème de notre conférence de presse aujourd'hui. Donc, en campagne comme au pouvoir, il faut soutenir l'élan des cégeps. C'est que j'en profiterai pour passer aussi quelques messages, moi, aux partis politiques qui, à l'aube de cette campagne électorale. Quelques éléments peut-être à mettre en compte pour démontrer qu'ils priorisent le réseau collégial, en fait que c'est une priorité pour eux. Le premier, peut-être de mes messages, c'est d'assurer la prévisibilité budgétaire, ce qui fait un peu écho aussi à ce que Frédéric Jade vient de dire concernant, entre autres, toute la question des postes aussi dans les cégeps. L'établissement d'un plan pour remédier à la vétusté des établissements, mais aussi pour assurer leur mise à niveau dans les cas où il y a des rénovations majeures qui sont demandées. Favoriser la mise en place d'une culture de concertation dans les cégeps aussi pour, en fait, répondre aux différents enjeux. On sait que souvent, quand on consulte les gens qui sont sur le terrain, on peut obtenir ou du moins trouver des solutions qui sont plus efficaces et plus porteuses que d'avoir des décisions qui viennent du top-down, donc qui viennent du haut. Finalement, peut-être dans mes 4 messages à passer, ce serait de faire une campagne de valorisation du réseau de l'enseignement collégial au niveau international pour contrer les effets négatifs qu'on a vécus suite, entre autres, à l'abolition du PEC, mais aussi aux mesures restrictives en immigration qui ont eu un impact réel sur l'inscription des étudiants étrangers dans plusieurs des programmes d'études, mais particulièrement dans les cégeps de région. Ça, il faut absolument qu'il se passe quelque chose avec ça, parce qu'actuellement, on sait qu'une réputation, c'est facile à perdre. Il faut qu'il y ait des efforts de mis en ce sens. Ces messages-là, en tout cas, du moins ces recommandations-là pour les partis politiques, c'est aussi pour contrer les mesures non structurantes qu'on peut voir dans le réseau, là. Entre autres, une mesure dont on a entendu parler l'année dernière, c'est-à-dire la mise en place des cours de soir au niveau du régulier. On sait que ce n'est pas encore étendu dans l'ensemble des cégeps, mais plusieurs cégeps réfléchissent à cette mesure-là ou à cette solution-là pour contrer finalement la hausse des inscriptions. On l'a attendu 4% encore cette année des inscriptions dans les cégeps. Une raison est très simple, hein, il y a une question de réussite. On se préoccupe souvent de la réussite des étudiants et des étudiants. Notre président parlait de leur santé mentale. Bien, c'est sûr que d'étudier de soir dans des conditions où il n'y a pas nécessairement tous les services disponibles, ça n'aide pas.
Et en plus, il n'y a pas de limite non plus au niveau du temps d'études. C'est-à-dire que théoriquement, une étudiante ou une étudiante ou un étudiant pourrait commencer à 8 heures le matin et terminer à 10 ou 11 heures le soir, ce qui ne favorise assurément pas la réussite. Dans un autre ordre d'idée, mais toujours dans l'espoir que le prochain parti au pouvoir en tienne compte, parce qu'il y a quelque chose quand même, il faut reconnaître les bons coups du gouvernement qui a été mis, qui était en place dernièrement, c'est-à-dire que la mise en place d'un comité de concertation sur l'intelligence artificielle en enseignement supérieur, ça a été une bonne chose. Mais il faut que ça continue, ça, cette concertation-là, parce que les acteurs du milieu ont offert, ou en tout cas, du moins, ont amené la réflexion assez loin pour proposer des solutions fort intéressantes, puis qui sont traduites finalement par certains éléments concrets. Mais ce qu'on constate sur le terrain, c'est que la mise en place de balises par les établissements est difficile. C'est à des échelles très diverses, je dirais, là, comment c'est fait d'un endroit à l'autre, parce qu'il manque de soutien direct. Alors, moi, je pense que le gouvernement, il faut absolument qu'au niveau de l'enseignement supérieur, qu'il y ait des ressources qui soient dédiées à cela. Il ne faut pas oublier aussi la formation aux enseignantes et aux enseignants pour l'intelligence artificielle, pour pouvoir l'intégrer de façon efficace dans leur enseignement, ça, bien sûr. Et il ne faut pas non plus oublier, il ne faut pas mettre de côté qu'il faut continuer de former nos étudiantes et nos étudiants pour leur esprit critique. Et l'intelligence artificielle, bien souvent, est la béquille qui fait en sorte finalement qu'on en perd un petit peu de cet esprit critique. Donc, concertation avec les acteurs du milieu, encore une chose importante. Puis, un effet de l'IA qu'on voit actuellement, c'est une baisse d'inscription aussi dans certains programmes. Je pense à graphisme, je pense à informatique aussi, qui a des effets directs sur le terrain, c'est-à-dire une baisse drastique d'étudiantes et d'étudiants parce que il y a des emplois qui sont menacés, parce qu'on se dit que l'IA, dorénavant, fera ces tâches-là. Donc, on est préoccupé par ça. Je terminerai avec le dossier santé numérique aussi, qui touche pas l'ensemble de la province, mais vous savez, c'est le nord de l'île de Montréal, mais aussi le centre du Québec. Puis, c'est pour les profs de soins infirmiers, mais les étudiantes, on va nommer au féminin ici, parce que la majorité, ce sont des femmes, et les étudiantes qui sont en stage. C'est que dorénavant, il faut absolument qu'on utilise ou qu'on se serve de la plateforme du dossier santé numérique pour pouvoir enseigner ou en tout cas supporter les étudiants en stage dans les établissements. Ce qui veut dire que nos profs doivent être formés, mais les étudiantes aussi doivent être formées. Puis là où le bas blesse, c'est qu'actuellement, elles doivent se former dans les institutions, des établissements de santé eux-mêmes, et il manque de personnel de super utilisatrices, entre autres, pour les aider dans ce sens, mais il manque aussi de plateformes, de postes de pratique parce qu'ils ne peuvent pas le faire dans les cégeps. Alors, on voit des problèmes poindre à l'horizon actuellement. Cet été, ça a été très difficile dans certains collèges de réussir à maintenir les stages, mais on sait que les stages sont majoritairement durant l'année scolaire. Et ce que je souhaite, c'est que ces problèmes-là soient réglés avant la mise en place du DSN dans l'ensemble des régions du Québec. Je passe maintenant la parole à mon collègue Éric Cyr, de la Fédération du personnel professionnel des collèges. Merci, Yuri. Bonjour. Nous, on est la FPPC. On représente 38 syndicats un peu partout au Québec, dans toutes les régions. C'est un beau moment, la rentrée collégiale, la rentrée scolaire. Là, c'est le fun, ce qu'on vit présentement. Mais en période préélectorale, c'est important de dire que présentement, le réseau des cégeps francophones déborde littéralement d'étudiantes et d'étudiants dans plusieurs régions, alors que le personnel qui offre les services chaque année là, diminue un peu chaque année, des fois beaucoup, depuis 2 ans à la suite des restrictions budgétaires. Autrement dit, la population étudiante des cégeps est en forte augmentation, mais le personnel qui offre les services est en diminution. Et l'écart se creuse pour une 3e année de suite. Vous savez, on a eu 5 % environ d'augmentation il y a 2 ans, peut-être 5,quelques % l'année passée. Cette année, on entend 4 %. Qu'on ait un statu quo ou une légère diminution du personnel qui offre les services, qu'ils soient professionnels ou de soutien, l'impact est majeur. Le gouvernement travaille aussi présentement en urgence à construire, à acheter, à louer des locaux pour répondre à accueillir ces cohortes-là toujours plus nombreuses, mais les effectifs prévus pour la rentrée 2026 montrent clairement que les services professionnels ne suivront pas, encore une fois, l'augmentation de la population étudiante. Il faut dire que les cégeps sont aux prises avec des contrôles budgétaires assez stricts imposés par le gouvernement, notamment la limite maximale des heures rémunérées qui doit être respectée, aussi des contrôles budgétaires et aussi il faut justifier l'embauche de plusieurs postes pour les professionnels notamment.
Résultat, en juin dernier, on a eu un échange avec les représentants là, d'une trentaine de nos syndicats affiliés à la suite du dépôt des plans des effectifs. Puis, ce qu'on a vu essentiellement, c'est un statu quo ou une légère augmentation du personnel professionnel dans le réseau des cégeps cette année. Donc, ça suit vraiment pas la courbe d'augmentation des effectifs étudiants. C'est qui le personnel professionnel? J'aime ça rappeler ça de temps en temps. Ce sont les aides pédagogiques individuelles, les conseillères d'orientation, les travailleuses sociales, les conseillères en services adaptés, les psychologues, les conseillères pédagogiques, etc. Donc, ce sont des gens qui offrent des services très, très, très utiles et nécessaires à la réussite et à la diplomation des étudiantes, des étudiants du collégial. Donc, dans un tel contexte d'une diminution de personnel en contexte d'augmentation des effectifs étudiants, les services ECOP, mais aussi nos membres ECOP dans leur qualité de vie et leur qualité de vie au travail, mais aussi professionnelle dans l'exercice de leurs fonctions. Mais aussi la qualité du réseau et de l'accompagnement qu'il peut offrir des personnes étudiantes à terme est menacée. On parle ici de listes d'attente qui vont s'allonger, absences non remplacées, rupture de service dans certains cas. En fait, ce qu'on demande, là, c'est aux divers partis politiques dans la campagne électorale de s'engager et seulement de permettre au cégep d'offrir aux étudiantes et aux étudiants qui s'inscrivent en très grand nombre les services dont ils et elles ont besoin pour réussir. Vous savez, présentement, au Québec, on a un beau problème. On a un grand nombre de jeunes qui veulent étudier au collégial, à l'enseignement supérieur. C'est notamment le résultat de décennies de valorisation de l'éducation qu'on a fait collectivement. Mais pour plein de raisons sociales et économiques, on n'a pas le droit, on n'a pas le moyen de leur refuser cette chance-là. Il faut donc absolument donner à tout le personnel du réseau des cégeps les moyens d'accompagner ces gens-là vers la réussite. Il faut soutenir l'élan du collégial, essentiellement. Merci à tous les quatre. On va maintenant passer à la période de questions. Je vous demanderai pour vous identifier votre média du même souffle, s'il vous plaît. Monsieur Blanchet, ce dont vous venez de parler, M. Cyr, ça ne vous touche pas, là, le nombre, la population étudiante qui croît, mais le nombre d'effectifs de personnel. Donc, chez vous, c'est stable, hein, parce que c'est du service direct aux élèves. Effectivement, c'est ça. C'est directement relié au nombre d'inscriptions. Est-ce qu'il y a eu quand même une augmentation du nombre de profs, puisqu'il y a eu une augmentation du nombre d'élèves? Oui. Aussi? Ensuite, j'aimerais que vous élaboriez sur ce que vous avez évoqué là, sur les étudiants étrangers. C'est quoi la problématique? Est-ce que tu trouves les cégeps, il n'y a pas si longtemps, avaient un manque d'étudiants? Je pensais dans la région de Gaspésie, par exemple. Puis là, il semble y avoir un autre vide à cause des étudiants étrangers qui partent. Expliquez-moi un petit peu où est le problème. Oui, ben c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on retrouve des baisses marquées, là, drastiques, dans certains établissements. Entre autres, pour nommer Matane, où il y a eu une baisse de 60% des inscriptions des étudiants étrangers dans la dernière année et demie ou à peu près, là, quelque chose comme ça, 2 ans, depuis en fait qu'il y a eu le retrait du PEC et le resserrement des règles en immigration. Donc ça fait en sorte que certains programmes sont forcément mis à risque d'être fermés ou du moins suspendus. On pense aussi à Gaspé, il y a des techniques, entre autres, de foresterie. Ils recrutaient beaucoup à l'étranger pour ça, parce qu'on est reconnu à Gaspé pour ce programme-là. Puis, c'est un programme qui actuellement vivote parce qu'il manque d'étudiants de façon marquée. Alors, c'est ça, ces effets-là là, qu'on retrouve. Vous pensez qu'on peut régler le problème? En fait, c'est parce que c'est ça, c'est la question de la réputation là, qui a été entachée à l'international. Puis on le sait que ça s'est parlé beaucoup, cette question-là, du PEC, entre autres, du retrait du programme Expérience Québec, là, pour bien le nommer. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a plein de filières déjà de collaboration avec, entre autres, les domaines outre-mer français ou avec des institutions africaines ou françaises elles-mêmes. Puis on peut directement sur place faire des campagnes de valorisation, dire, écoutez, finalement au Québec, malgré ce qui est arrivé, on offre tout de même un environnement d'études intéressant. On peut vous assurer aussi. En fait, il faut qu'on renverse la vapeur, puis il faut qu'on fasse une campagne positive pour contrer cette dévalorisation-là qui a eu lieu. Je peux me permettre d'ajouter à mon collègue, hein, pendant la prochaine campagne électorale, on va entendre tous les partis politiques mettre l'accent sur le développement des régions. Ils vont tous en parler. Nous, ce qu'on dit, c'est que les cégeps, c'est un endroit qui permet de développer les régions, justement en gardant ceux qui sont là, parce qu'on maintient des programmes existants
Et avec l'apport des étudiants étrangers, on maintient le programme qui bénéficie aussi des gens sur place. Si on l'enlève, si ce programme-là tombe parce qu'il n'y a pas assez d'étudiants étrangers, ça veut dire que ceux de la région qui veulent y aller devront s'expatrier ailleurs. Et là, ben, quand on entend un gouvernement qui dit « mettons l'emphase sur les régions », voilà un bel exemple. Les cégeps devraient être un catalyseur du développement régional. Merci pour la conférence. Est-ce que ça vous préoccupe qu'on sache toujours pas c'est quoi l'état réel des cégeps? On se base toujours sur des données de janvier 2024. De mémoire, ça devait être actualisé cette année, ça n'a pas été. Donc, on ne sait pas, est-ce que c'est toujours 65%, est-ce que c'est 70, 75? C'est quoi vos théories là-dessus et est-ce que ça se fait qu'on ne sache pas? Ben, la réponse est oui, là, c'est clair. Puis, écoutez, là, c'est pas la première fois qu'on joue dans le film que, comme par hasard, les données ne sont pas disponibles. Parce que nous, l'écho qu'on a dans les milieux, c'est que ça ne s'améliore pas. Premièrement, parce que les cégeps n'ont pas bénéficié d'apports financiers autant notamment que le réseau scolaire. À la CSQ, on est bien capable de voir ça. Maintenant, on souhaite les avoir parce qu'après ça, on n'est pas dupes, là. On le sait que ça devrait être un plan sur peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, mais il faut en avoir un. Et ce qu'on souhaite à la CSQ, c'est que ce genre de plan-là soit fait, non pas avec une vision électoraliste, mais vraiment en se disant, ben, voici le plan que nous devrons suivre. Puis présentement, ben, ce qu'on souhaite, c'est justement d'avoir cette transparence-là. Quand je dis l'entrée de jeu, quand je parlais de respect, c'est un bel exemple de respect qu'on souhaite avoir, ça. C'est quoi les vrais chiffres, là? Maintenant, c'est quoi le plan à venir? Malheureusement, on ne l'a pas eu. Peut-être, par rapport au dernier budget, parce que ça, je t'en parlais dire, le gel, on sent encore les impacts du gel de recrutement. Moi, le cabinet de la ministre m'avait dit à l'époque de Pascal Derry que ça avait arrêté en avril dernier le gel de recrutement. Est-ce qu'il est toujours en cours ou est-ce que c'est juste que c'est plus une norme provinciale, mais c'est en cours dans certains cégeps? Ben, en fait, si je peux me permettre, c'est que le décret en tant que tel, il est encore en cours, là, il est encore sur nous, là, il nous impacte encore aujourd'hui. C'est que, cependant, les règles ont été allégées. Donc, c'est pour ça qu'on a eu, pour le personnel de soutien, au mois de mai, des plans des effectifs dans plusieurs cégeps qui ont été, qui étaient vraiment améliorés là, par rapport aux années précédentes. Là, il y a eu des ouvertures de postes et tout. Puis là, tu sais, je parlais justement de Dawson qui ont eu beaucoup, beaucoup de coupures. C'était notre pire cas. Je peux vous nommer un autre cas aussi qui était à Victoriaville, où je pense que lui, c'était notre meilleur cas, où on a eu beaucoup d'ouvertures de postes. Mais dans d'autres cas aussi, là, où la plupart, c'était vraiment quasiment je ne veux pas dire du 1 pour 1, là, mais on a vraiment remarqué là, que d'un côté, on abolissait des postes dans certains services pour pouvoir en ouvrir d'autres ailleurs. On se retrouvait à des abbés-pierre pour abbés-Paul. C'était vraiment ça. Donc, on se retrouve à obtenir le même nombre de personnes là, qu'on devrait avoir à travailler dans le personnel de soutien, mais on coupe dans un service pour pouvoir en ouvrir dans d'autres. Puis, c'est pas ça qui va faire en sorte que on va pouvoir offrir des services puis un milieu sain et propre pour les étudiants. Puis au niveau du fonctionnement réel, là, essentiellement, c'est une reddition de compte que les cégeps doivent faire s'ils veulent embaucher un emploi qui est touché par le gel d'embauche. Mais si on a bien compris, avec une simple reddition de compte, ils peuvent procéder. Pour le moment. Pour le moment, oui. Non, mais ça veut dire fini. Par rapport à... oui, c'est ça. Est-ce que ça va être une rentrée moins difficile quand même que l'an dernier, parce que le dernier budget, il y avait eu un peu une hausse espérée du budget pour les cégeps aussi, finalement. Pour les étudiants, là, eux ne verront pas une rentrée plus facile que l'an dernier. La beauté du personnel, c'est qu'ils sont tellement à l'œuvre et avec le cœur qu'à la fin, les élèves le voient beaucoup moins. Hein? C'est la beauté de la chose. C'est ça dans le monde de l'éducation en général, la petite enfance à l'enseignement supérieur. Par contre, tous les chiffres démontrent qu'il y a une augmentation de clientèle, on l'a dit, de plus de 4 %, mais les ressources, soit qui sont un peu plus basses, ou au niveau enseignant, ça se maintient ou ça augmente. Donc, à la fin, ils vont manquer de services. Le collègue du personnel professionnel le disait, collègue aussi. Donc, c'est clair que les chiffres ne sont pas
positif au moment où on se parle. Juste pour compléter peut-être, parce qu'effectivement, lors du dernier budget, il y a eu, on a accordé un budget qui était peut-être celui attendu normalement, mais considérant les baisses qu'il y avait eu l'année précédente, entre autres, marquées. Là, on se souviendra là, qu'il y avait eu un changement on avait changé le fusil d'épaule au niveau du gouvernement entre le moment du dépôt du budget et le début de l'été où on avait coupé des budgets d'administration. Bien, c'est sûr qu'il y a un manque à gagner toujours là, le contraindre. Ça, c'est clair. Là. Puis il en aurait fallu un peu plus de budget pour les établissements actuellement. Et on a tellement plus d'étudiants à chaque année qu'une chance qu'on a eu cette ère-là au dernier budget parce que là, on aurait eu un vrai problème, effectivement. François, pour CIBL 105, je voulais vous entendre sur l'immigration. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des mesures qui sont, comment le qualifierais-je, de contre-productives? Par exemple, la demande de l'obtention de l'épreuve uniforme de français pour les étudiants français qui ont pourtant passé un bac de français qui certifie leur niveau de français. Vous ne pensez pas que parfois ça peut faire en sorte qu'il s'agit d'un obstacle pour certains étudiants à avoir repassé un examen de français encore une fois, comme revenir, faire une boucle? Vous ne pensez pas que c'est... Oui, la mesure, ce que vous nommez, c'est réel, surtout que l'enseignement du français est fait de manière différente. Un nombre de personnes qui échouent leurs épreuves et qui se retrouvent donc dans des situations d'immigration très compliquées. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est sans compter aussi l'examen de français qu'on demande aussi aux immigrants français, puis qui fait en sorte parfois aussi qu'on doit les retourner chez eux, ou en tout cas qu'on ne leur accorde pas leur permis ou leur visa pour demeurer en place. Bien, avec ce que vous nommez spécifiquement, c'est qu'on devrait avoir une mesure peut-être qui est adaptée aux étudiants français. C'est-à-dire que, puisqu'on sait qu'elles ont fait leurs études en français en France, qu'elles sont des locutrices ou des locuteurs français, normalement, on devrait pouvoir avoir un examen qui soit adapté à leur apprentissage du français. Parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes règles, effectivement, dans l'application. Fait que moi, je pense que sans complètement l'enlever, l'épreuve uniforme de français, il pourrait y avoir une épreuve adaptée aux étudiants et étudiantes françaises, ce qui serait probablement la meilleure des choses à faire pour s'assurer qu'il n'y a pas de... Parce que moi aussi, je suis un enseignant là, de métier. Là. Je fait quelques années là, que je suis libéré à temps plein, mais moi, je suis un enseignant de métier, puis j'enseignais à des étudiants et étudiantes français et françaises, puis c'était souvent un problème, là, justement. L'épreuve uniforme. Puis je pense que si elle avait été adaptée pour eux, avec, entre autres, administrée par des profs français qu'on a dans nos établissements, ou corrigée avec des normes françaises, ça pourrait contrer ce problème, effectivement. Deuxième question, peut-être que vous serez peut-être pas à même à répondre, mais par rapport aux collèges privés qui ont perdu leur licence d'enseignement, ça a mis sur le carreau des centaines d'étudiants. Je voulais avoir un commentaire là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on abolisse ce système de collège privé qui met à risque les étudiants, ou au contraire, est-ce qu'il faut qu'ils soient intégrés pleinement Je peux me permettre, à la CSQ, justement, on est en train de se doter d'une plateforme. J'ai parlé de grandes réflexions en éducation, d'états généraux en éducation. On sera en mesure d'annoncer différentes positions. Vous savez, avec le temps, la CSQ a pris des positions dans les dernières décennies. On les a revues. On a consulté nos membres là-dessus. On dit souvent que les syndicats ne consultent pas leurs membres. On l'a fait. On a consulté nos membres pour aller chercher des propositions, des recommandations. Et au mois d'octobre, on sera en mesure de bien répondre à votre question, notamment sur le privé versus le public au niveau des cégeps. Là. On aura l'occasion de faire des annonces là-dessus. Là. Si je peux me permettre, dans la région de Québec, on sait présentement que le gouvernement est en discussion avec 2 collèges privés pour les intégrer à des collèges, à des cégeps publics, parce que leurs installations pourraient accueillir beaucoup plus de monde, justement pour pallier au manque de locaux, etc. Donc, il y aurait une entente avec un des collèges, un autre collège, ça serait en discussion. Nous, on n'est pas fermé à ça. Si tout le monde est d'accord, etc., nous, que les collèges privés deviennent publics, si ça fait l'affaire de tout le monde, c'est bien. Puis, il n'y aurait pas d'étudiants qui seraient... Dans un tel cas, il n'y aurait pas d'étudiants qui seraient laissés pour compte, là, contrairement à l'exemple que vous donnez. En fait, c'est exactement là où je voulais aller. Je me disais, on manque de place dans le réseau actuellement. On a des collèges qui sont présents,
des fermetures sauvages, c'est pas la solution, là, ça c'est sûr. Puis dans l'esprit justement de ce que mes deux collègues viennent de dire, il faut plutôt penser à les intégrer dans le réseau public. Ça, je pense que c'est la bonne solution à faire, mais il faut que ça se fasse par étapes. On ne peut pas du jour au lendemain retirer le permis. Il y a des discussions à faire parce que mon collègue vient de le nommer, le Collège Mauricie à Québec actuellement, ça ne sera pas cette année, mais dans un horizon assez pas très éloigné, va être intégré au réseau public. Et c'était annoncé là, il y a quelques jours. Fait que c'est possible de le faire. Et ça, c'est des places qui sont disponibles pour le réseau. Et il ne faut pas les fermer. Là-dessus, ça veut dire que les étudiants qui sont, par exemple, qui perdraient le droit d'étudier, entre guillemets, dans des collèges qui perdent leur licence d'enseignement pourraient rejoindre des collèges publics, c'est ce que vous expliquez? Puis ça surchargerait pas encore plus le réseau le réseau des collèges en ce moment? Non, tout à fait. Pour le Collège Mérisy dont je viens de parler, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'il n'y a aucun danger pour les étudiantes et étudiants qui sont présents dans leur programme d'études actuellement. Tout ça il va y avoir une transition prévue pour ces étudiantes et étudiants-là. L'idée, c'est que la plupart de ces bâtisses semblent avoir une capacité d'accueil plus grande que celle qui est utilisée. Alors, ça semble gagnant-gagnant si ça fait l'affaire des collèges privés en question. Numéro 98.5, je veux juste comprendre les variations de personnel. Les profs, c'est directement proportionnel au nombre d'étudiants, ça c'est facile. Soutien professionnel, c'est un autre ballgame. Et là, vous dites, il y a plus d'étudiants, puis nous autres, on baisse. Sauf que de votre côté, il y a des endroits qui ont beaucoup d'embauches, des endroits qui ont beaucoup peu. De votre côté, c'est à peu près stable. Fait qu'on baisse-tu ou on baisse pas? Puis c'est de combien de pourcents? OK, je peux... Veux-tu aller en premier? Ah ben, je peux. Vas-y. J'ai pas malheureusement avec moi toutes les données de chacun des cégeps qu'on représente à la FPSES avec moi, mais juste pour, je reviens encore avec mon cégep d'Anson, mais ça représente une baisse de 13% chez eux. Oui, les taux, c'est l'inverse, mais ces deux cas, si on veut, je veux pas dire exceptionnels, là, mais c'est les deux au bout du spectre, là, si on veut. Puis entre les deux, je dirais, c'est environ, là, on en enlève 4, on en rajoute 4 autres, fait que ça va rester stable à un moment donné. Mais pendant qu'on reste stable au niveau des plans des effectifs, ben on a des étudiants de notre côté que ça augmente, on ouvre des campus, on agrandit, mais on n'adapte pas le nombre d'employés de soutien qui pourraient aider là, à suivre la cadence, là, si on veut, des services. Là, puis ça, c'est vraiment dans tous les domaines parce que eh bien, personnel de soutien, on a des techniciens en laboratoire, on a des gens qui sont manœuvres, qui vont s'occuper de la tuyauterie, qui vont s'occuper du ménage. On va avoir des gens qui vont s'occuper des inscriptions, au personnel administratif, s'occuper de l'accueil. Si on n'a pas ces gens-là, puis j'oubliais aussi, et non le moindre, le service direct aux étudiants. Là, on a besoin de services de plus en plus. On a des étudiants aussi qui ont des besoins particuliers. Si on n'a pas de techniciens en éducation spécialisée, qui sont là et qui accompagnent les étudiants. On a dans un cégep un syndicat qui sont exclusivement des techniciennes en éducation spécialisée qui ont, heureusement, cette année, ont réussi à ouvrir, je pense, 1 ou 2 postes de plus, mais dans les dernières années, c'était que des coupures. Puis, ce qu'elle me disait, ce qu'elle me racontait, c'est que il recevait l'inscription d'un étudiant, par exemple, en début de session, mais la première rencontre de suivi avec cet étudiant-là, il la faisait à la fin de la session parce qu'il n'y avait pas assez de services pour ces étudiants-là. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un problème et qu'on doit suivre la démographie, si on veut, qu'on a d'étudiants et arrêter souvent, c'est plate, mais c'est personnel de soutien qui va être coupé. C'est là qu'on va couper quand il y a des coupures à faire, malgré que c'est quand même essentiel. Puis c'est cette reconnaissance-là aussi qu'on veut réussir à aller chercher, là. Il est temps. Je vais répondre à votre question pour le personnel professionnel. Nous, on a 38 syndicats, donc on n'est pas dans tous les cégeps, il nous en manque quelques-uns. Donc, l'année passée, à pareille date, on avait présenté ici, on avait sondé nos 38 syndicats et on avait identifié 91 coupures de postes dans un contexte l'an passé d'une augmentation de clientèle étudiante qui s'est avérée être à 5,4 % je crois, pour l'année. Cette année, on a fait le même exercice, on en a rejoint une trentaine parce que c'était à la fin juin, et ce qu'on a constaté, c'est une statu quo ou légère augmentation des effectifs au total,
Là, j'ai pas le chiffre, là. Est-ce que c'est 15 postes de plus dans les 30? Je sais pas. Mais au total, sur 2 ans, on parle d'une augmentation réseau de peut-être 10% de la clientèle combinée. Mais heureusement qu'on a eu un certain réinvestissement cette année pour avoir un statu quo et une légère augmentation, mais on n'a pas du tout rattrapé les coupures qui étaient là auparavant. Puis, c'est ça notre message. C'est-à-dire, si on veut que ces jeunes-là, je pense que Frédéric Jade vient de bien l'expliquer, si le rendez-vous est en novembre, il va être tard pour sauver la session. C'est un peu ça notre propos. C'est pas que cette année, il y a de grandes coupures, mais la population étudiante augmente tellement que l'effet est cumulatif. Mais c'est toujours l'enjeu. Hein? Combien de fois on a des discussions concernant les budgets où le gouvernement nous dit, ben oui, il y a une augmentation, par exemple, de 1,3 ou 2 de budget, mais quand on regarde l'augmentation des coûts de système, l'augmentation du nombre d'élèves, on aurait besoin de 3. Donc, ils nous disent, non, il n'y a pas eu de coupure. Hein? C'est toujours la même rengaine qu'on a entendue dans les dernières années. Puis là, c'est un autre bel exemple. Mais moi, je reviens plus globalement sur qu'est-ce qu'on veut de nos cégeps. Il faut accompagner les jeunes. C'est ça qu'on veut de nos cégeps. On veut être en mesure de pouvoir donner de la matière, former des gens, mais les accompagner. Puis quand on voit les besoins qui existent, il faut être en mesure de voir le personnel de soutien, le personnel professionnel comme autre chose que la marge de manœuvre. Parce que c'est comme ça qu'on les voit dans les cégeps. On ne les voit pas comme des gens qui vont donner de l'aide, on les voit comme une colonne de chiffres. Puis si j'ai besoin de faire arriver mes chiffres, il y a des grosses chances que c'est de leur côté que je vais ne pas procéder à des embauches ou des remplacements. Puis nos membres, ça les touche beaucoup parce que c'est des gens qui s'impliquent beaucoup pour aider ces étudiants-là, etc. Puis de voir les listes d'attente qui s'allongent, ça, c'est difficile là, dans ce sens-là. Mais bon. Puis là, après ça, ça n'aide pas les profs qui, eux, essaient de passer de la matière, puis là, ils n'ont pas l'appui. Fait que là, on pourrait continuer, là, mais vous comprenez le principe. Justement, M. Gingras, on s'attend à la réussite, on s'attend à tout ça, puis vous voulez faire des états généraux. Ouais, hein? C'est beaucoup de parlotte, je trouve, pour... On vient d'avoir un gouvernement qui, pendant 8 ans, nous a dit « Je ne veux pas parler, je veux agir ». Ça n'a pas marché. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est que là, il est le temps de parler un petit peu. Puis, on ne veut pas un gros power là, où tout le monde va être là pendant 3 jours, puis vont dire des choses, puis après ça, ça va être fini. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est mettre les acteurs, parce que je donne des exemples. Là, je pense que des exemples aussi banals que ce que Yuri disait sur « Voici l'enjeu en santé, utilisation d'un nouveau programme, il y a un impact dans les cégeps. » Ils n'ont pas pensé à ça quand ils l'ont fait. Si tu crées des instances de dialogue social où justement tu mets les acteurs, tu dis OK, il y a un problème. Comment est-ce qu'on le règle? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est pensé. Et faire des états généraux, c'est se dire qui fait quoi? Comment est-ce qu'on le fait? Si un enfant, un élève, un étudiant de 20 ans fréquente un cégep et qu'il a besoin d'aide, il a besoin d'aide en santé mentale. C'est-tu le communautaire? C'est-tu le cégep? C'est-tu le centre de services sociaux à côté? Et au Québec, là, on a perdu ça. Et là, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut ramener tout ce monde-là. Et le calcul qu'on fait, c'est qu'on pense que ça va même aider budgétairement pour éviter les dédoublements, savoir qui fait quoi, qu'est-ce qui appartient à la population, qu'est-ce qui appartient au cégep, qu'est-ce qui appartient à d'autres. Et je pense qu'on est rendu un petit peu de parlotte. Pas beaucoup, mais un petit peu. Madame, j'aurais le goût de vous offrir juste 2-3 chiffres. Peut-être que ça peut aider à illustrer. Là. J'ai regardé ça hier. Depuis 5 ans, le nombre d'étudiants dans les collèges est passé de collèges francophones est passé de 160 000 à 186 500. C'est les chiffres de l'année passée. Donc, une augmentation de plus de 26 000 personnes dans le réseau. Les collèges anglophones, il y a une diminution d'à peu près 3 000 étudiants là, dans la même période pour les réseaux. Ah. Oui, c'est 5 ans. Je pourrais vous les... oui. Puis, anglophone, ben, la tendance est un peu inverse à cause de la loi 14, là, essentiellement. Ça m'accroche un peu. Vous dites, M. Gingras, visiblement, ils n'ont pas pensé, mais ils n'ont vraiment pas pensé. C'est quoi? Les infirmières, là, ils les attendent comme ça quand ils rentrent dans l'urgence. Ils supervisent à peu près pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de superviser. Puis en plus, ils n'ont pas pensé qu'il y aurait besoin du petit bidule pour faire des coches quand ils vont... tout à fait ça, exactement. Il y a un manque ici de vision
dans la mise en application, ça c'est clair. Puis, on a formé d'ailleurs, le personnel de la santé en lui-même a été formé, mais il y a eu des dispositions pour pouvoir les former, c'est-à-dire les libérer, offrir du temps disponible sur le temps de travail pour pouvoir le faire. Fait que ça a été fait. Pour les profs de cégep, aucunement. Puis, au cours de l'année, on se souviendra que l'année dernière, ce qui est arrivé, le DSM devait être mis en place autour de novembre, quelque chose comme ça, à l'automne 2025. Ça a été mis sur la glace et tout à coup, en mai, on repart ça. Mais on était en fin d'année, puis ce qu'on disait aux profs, allez vous former. Mais les profs étaient en pleine fin de session, fin de formation. Les stages d'été commencent début juin. Et là, on fait comment pour former le monde? Et il y avait encore les salles de pratique dans les institutions de santé, étaient déjà à pleine capacité pour former le personnel de la santé lui-même. Et on interdit finalement d'aller en stage si on n'a pas la formation de base. Alors, effectivement, manque de vision, encore une fois. Bon, il y a Santé Québec qui est un éléphant, là, c'est sûr, un grand, c'est un mastodonte. On a le ministère de la Santé qui n'a pas eu l'air d'y penser non plus. Puis, nous, on écope par rapport à ça. Puis, je vous dirais même plus, nous, on a alerté même les patrons collégiaux, là, le CPNC en soi, là, qui est le comité patronal de négociation des collèges, pour leur faire part de ça. Puis, en novembre dernier, puis ils n'étaient même pas au courant de cette situation-là qui arrivait dans leur institution. Là. Très bel exemple. Mais vous posez une dernière question, c'est par rapport à la campagne qui arrive. Vos rapports avec les différents partis politiques, comment ça se passe? Vous avez déjà des discussions avec eux? Vous en avez tout le temps en fait, mais est-ce que vous avez encore plus de discussions? Est-ce qu'il y a des partis politiques qui vous donnent vraiment du fil à retordre ou est-ce qu'au contraire, vous entendez vraiment bien avec tout le monde? Ils nous donnent toujours du fil à retordre lorsqu'ils arrivent au gouvernement. Mais avant, c'est moins pire. Mais sérieusement, écoutez, la CSQ, on ne fait pas de politique partisane. C'est important de le dire. Donc, on ne connaît plus aucun parti. On rencontre l'ensemble des partis. On l'a déjà fait avant le début de l'été. L'ensemble des 5 partis là, qui sont sondés dans les différents sondages. On place nos priorités, les priorités que les membres nous ont placées. Et la discussion, on va bien. Il y en a qui trouvent qu'on a des bonnes idées. Il y en a d'autres qui trouvent que des fois, des idées ne sont pas bonnes. Ce qu'on souhaite, c'est que continuer à faire ça. On va faire le travail qu'on doit faire pour parler des priorités de nos membres. Là, je sais qu'on est dans une période où on entend des gens qui disent que les syndicats devraient juste s'occuper de conventions collectives. Écoutez, nous, on représente des gens du secteur public, de l'enseignement supérieur, de la petite enfance, de l'éducation, de la santé. Puis ça donne que c'est le gouvernement qui gère ces emplois-là. Donc, on pense qu'on a quelque chose à dire, quelque chose à demander, parce qu'on voit, lorsqu'il y a des coupeurs, tu dois avoir une convention collective, lorsqu'il y a des gels d'embauche, le gouvernement, il procède. Donc, on est dans ces discussions-là. Ce qu'on souhaite, c'est qu'un gouvernement qui va être à l'écoute. J'ai parlé de respect. Ce qu'on souhaite, c'est qu'un gouvernement, le prochain gouvernement, puis c'est le message qu'on passe là, avec l'ensemble des partis, puis oui, on est en mesure de les rencontrer. Je termine juste là-dessus rapidement, mais je recevais ce matin à l'émission la porte-parole de la Fédération de l'habitation, de la construction du Québec, je pense, c'est le super long acronyme FHCMQ, qui disait qu'ils avaient beaucoup de difficultés, là c'est sans arrière-pensée nul, mais qu'il y avait beaucoup de difficultés, par exemple, avec le Parti québécois pour le recevoir. Est-ce que vous aussi c'est le cas? Avec le Parti québécois en tant que tel? Non, on a rencontré, les réseaux sont ouverts, que ce soit M. Saint-Pierre Plamondon, M. Duhem, M. Milliard, Mme Gazal, ou j'en oublie un. Ou Mme Fréchette. Mme Fréchette, un peu plus difficile, hein? C'est la première ministre, donc beaucoup avec le cabinet, etc. C'est un peu mieux que lorsque c'était M. Legault, mais après ça, des gestes concrets, il n'y en a pas eu. Mais là, ce qu'on souhaite, c'est justement, on s'en va en campagne électorale, puis on souhaite entendre des choses qui vont résonner pour les membres qu'on représente. Vous les avez déjà rencontrés ou c'est... On les a déjà rencontrés d'ici à juin, là, entre mai et juin qui viennent passer. Et là, il y aura d'autres rencontres aussi dans les prochains jours. Ouais. Il n'y a pas d'autres questions. Ça mettrait fin à la conférence de la rentrée. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup. Bon automne. Bonne rentrée collégiale. Oui. Oui.